cas d'amour. Podcast. En cas numéro 3, le romantisme dans le tango. Pour illustrer cette réflexion sur l'amour romantique, nous vous proposons un petit encas dans lequel nous analysons les paroles d'un tango emblématique dans la transmission de cette culture de l'amour souffrant. Il s'appelle Y todavía te quiero. Bonne écoute. L'idée est de s'appuyer sur l'art et la culture du tango pour expliquer des phénomènes culturels romantiques dans notre société contemporaine, avec des mécanismes assez récurrents, sans pour autant, bien sûr, ne pas être capable d'entendre la beauté de ces musiques et de ces paroles et de la façon dont c'est tourné pour qu'on en jouisse sur les pistes de danse et qu'on puisse jouer aussi le romantisme le temps d'un morceau. Donc pour ce premier tango, on en a choisi un que moi j'aime beaucoup danser. Je pourrais tirer les larmes des yeux. Est-ce que tu peux nous présenter ce morceau, Lucienne? Oui, donc c'est un morceau qui s'appelle Y todavía te quiero. Il date de 1956 et il est chanté par Rodolfo Lezica avec l'orchestre de Héctor Varela et l'auteur du tango est Abel Aznar et le compositeur Luciano Leocata. Et pour apporter une petite précision complémentaire concernant ce morceau, parce qu'on a choisi ce morceau parce que c'est celui qui nous plaisait le plus, mais que la version originale date de 1955, et il y a eu 8 autres versions en 1956. La première version de 1955, c'était Alberto Moran, et les autres, c'était Varela, celle qu'on va écouter. Oui, puis il y en a eu d'autres, Di Sarli, Pugliese, D'Arienzo, Federico, Basso, De Angelis et Galvan. Première chose, on va se l'écouter, et puis après on va regarder les paroles ensemble, et puis voir qu'est-ce qu'on en lit, qu'est-ce qu'on y trouve derrière, comment on peut l'interpréter, à la fois dans sa version espagnole et puis aussi dans la version dont on a pris la traduction, on s'est inspiré de la traduction, puis on a adapté plus précisément. Oui, on a pas mal travaillé sur la traduction, sur une base d'une traduction déjà faite, et on l'a beaucoup transformée, et d'ailleurs ça va être intéressant de parler de pourquoi on a fait certains choix de traduction. Ok, bon, on se l'écoute. Je vous invite à rechercher Y todavía te quiero de Héctor Varela sur les différents moteurs de recherche, de l'écouter et de le danser, évidemment. Mais avant toute chose, continuez à écouter de ce podcast qui va vous expliquer de quoi ça parle. Je vous assure, c'est très intéressant. Me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez, y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. Voilà, donc les paroles en français de cette magnifique chanson, de ce magnifique tango. À chaque fois que je te serre dans mes bras, que je regarde tes yeux, que j'entends ta voix, et que je pense à ma vie en morceaux, en compensation de tout ce que j'ai fait pour toi. Je me demande pourquoi je ne mets pas fin à tant d'amertume, à tant de douleur. Si à tes côtés, je n'ai pas de destin, pourquoi n'arracherais-je pas cet amour de ma poitrine? Pourquoi, si tu mens une fois, si tu mens encore, et tu mens toujours, pourquoi je t'enlace encore, je t'embrasse encore, même si tu me fais souffrir,
Je sais que ton amour est une blessure, qu'il est ma croix et ma chute. Pourquoi je me tourmente pour toi, et mon angoisse pour toi est pire à chaque fois? Et pourquoi, avec l'âme en morceaux, je m'accroche à tes bras si tu ne veux pas de moi, si tu ne m'aimes pas? On reviendra dessus tout à l'heure. Je ne peux pas vivre comme je vis, je sais, je comprends bien, si à tes côtés je ne reçois que la caresse amère de ta compassion. Mais pourquoi je ne crie pas que tout cela n'est qu'un mensonge, ton amour? Et pourquoi ai-je besoin de ton amour, si en lui je ne trouve que le martyre et la douleur? Pourquoi je me tourmente pour toi, et mon angoisse pour toi est pire à chaque fois? Et pourquoi, avec l'âme en morceaux, je m'accroche à tes bras si tu ne veux pas de moi? Ok, donc on va reprendre Quelques passages clés, on ne va pas refaire une analyse. Bon, on sent bien que si on regarde un peu ce texte, il s'agit d'un homme qui pleure la femme qu'il aime, ou en tout cas dont il est amoureux, qui ne semble plus vouloir de relation avec lui. D'où la subtilité tout à l'heure qu'on abordera sur je ne veux pas de toi ou je ne t'aime pas. Tu ne veux pas de moi, tu ne m'aimes pas. Puis voilà, il est déchiré par la douleur de cette séparation et de l'absence de cette femme. Sachant que c'est un homme qui chante, mais que... Les paroles ne sont pas genrées, mais on pense que c'est un homme parce que c'est un homme qui chante. Oui, tout à fait. Et donc la question qu'on se pose en écoutant toutes les horreurs qu'elle lui fait vivre, c'est pourquoi rester là? Alors déjà, les horreurs qu'elle lui fait vivre, c'est... Qu'est-ce qu'on observe comme horreur dans le texte? Il lui donne tout. Elle ne lui donne rien, puisque c'est ça qu'il dit, en compensation de tout ce que j'ai fait pour toi. Donc ça veut dire quelque part, lui il souffre alors qu'il a donné beaucoup. Donc déjà, elle n'est pas tellement sympa. Voilà. Après, elle ment. Oui. Tout ça, on est bien dans une expression d'un sentiment. C'est-à-dire c'est lui qui exprime son sentiment. Sa sensation d'être créancier d'un amour, quelque part, qu'il lui donne et qu'elle ne lui rend pas. On est obligé un peu de le croire sur parole quand il dit tout ça, parce qu'il ne raconte pas les faits. Donc lui, il pense qu'elle a menti. Lui, il pense qu'il donne tout et qu'en retour, il a sa vie en morceaux. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel point il interprète ou à quel point il y a vraiment un déséquilibre dans cette relation-là. Donc là, il y a déjà une question intéressante. Effectivement. On est sur une expression simple d'une souffrance intérieure sans fait exprimé par exemple, à un moment dit, même si tu me fais souffrir, ok, tu souffres, mais qu'est-ce qui te fait souffrir? Est-ce que c'est le fait qu'elle ne fasse rien qui te fait souffrir? Donc, est-ce que c'est bien elle qui est responsable de cette souffrance-là? Ou est-ce que ce sont ses attentes à lui, tout ce qu'il a imaginé, et qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, comme on dit? Exactement. Et tu disais tout à l'heure aussi, on parlait du fait qu'elle mentait, et moi j'étais partie sur la croire, en quelque sorte, c'est-à-dire le croire, lui, en quelque sorte, et prendre ça pour un fait. Et elle a menti, vraiment dans les faits, elle a menti. Mais et plusieurs fois en plus, tu mens une fois, tu mens encore et tu mens toujours. Toujours. Et toi, tu posais la question de façon très pertinente en disant, comme il y a quelque part la question de la promesse d'éternité, c'est-à-dire que le mensonge, ça peut être le fait que son amour qu'elle avait promis éternel, à un moment donné, il a changé, il s'est arrêté, ou comme on évoquait tout à l'heure, peut-être qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle a juste dit « je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre », et lui, donc, il pense que son amour d'avant était un mensonge. Tandis que peut-être qu'elle n'a même pas dit « je ne t'aime plus » ou « je vais te quitter ». C'est juste « j'aime un autre ». Bon, là, on introduit
un petit volet sur la question de la non-exclusivité. Mais en fait, quand lui, il dit qu'elle ment, de quoi on parle? On n'en a aucune idée. Oui, on peut supposer des choses. Moi, ce que je suppose, c'est qu'elle lui a dit je t'aime et que ça signifiait je t'aime pour toujours. Et de façon exclusive. Et de façon exclusive. Et peut-être elle lui a dit plusieurs fois je t'aime et que peut-être qu'elle l'aime encore même, mais que comme elle ne lui rend pas dans la pratique, du coup, il voit ça comme un mensonge. Oui, oui, oui. Mais cette histoire de mensonge, elle est à prendre avec des pincettes. Elle est à prendre avec des pincettes. Et bien sûr, on est dans la poésie, on est dans la chanson, on est dans l'émotion pure et dure. Hein. Et puis même la suite du texte. Donc là, c'est si tu mens une fois, tu mens encore, tu mens toujours. Pourquoi je t'enlace encore, je t'embrasse encore, même si tu me fais souffrir. Il y a une forme je sais pas, de déséquilibre dans l'idée de je ne peux pas faire autrement que t'enlacer, que t'embrasser, même si j'en souffre. Ton amour est une blessure. Là, c'est encore autre chose. Parce que là, je continue sur le couplet, sur le refrain, mais je sais que ton amour est une blessure, qui est ma croix et ma chute, mais est-ce que c'est ton amour ou est-ce que c'est mon amour pour toi? Donc lui, il l'accuse de donner un mauvais amour. Tandis qu'elle, elle donne ce qu'elle a à donner, peut-être rien. Et lui, il souffre de son amour à lui. D'une attente qui n'est pas comblée. Oui, ou qui n'est pas, honorée comme lui, il l'entend. À la hauteur de ce qu'il attendait, de ce qu'il espérait, peut-être de ce qu'elle a promis. Peut-être qu'elle a promis. C'est possible. On n'a pas d'éléments en fait factuels sur ce sujet-là, quoi. Là, il y avait toute une partie dans le premier couplet sur si à tes côtés je n'ai pas de destin. Voilà, je me demande pourquoi je ne mets pas fin à tant d'amertume et à tant de douleur. Si à tes côtés je n'ai pas de destin, pourquoi n'arracherais-je pas cet amour de ma poitrine? Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement à vie. Le destin, on imagine quelque chose dans le lointain, mais alors que c'est juste une question de place, là. Il cherche à tes côtés, je n'ai pas de place. C'est la question de l'avenir, s'il ne peut pas rêver d'un avenir avec elle. Avec elle, c'est ça. Hein. Et il n'y arrive pas. Cette affaire, elle est morte, mais il n'arrive pas à l'enterrer. C'est là où il en est. Et la question, c'est pourquoi. Et lui, il ne sait pas pourquoi il s'accroche. Nous, on pense qu'il s'accroche à cause de sa façon de vivre et de penser l'amour. Tout à fait. Et notamment de cette espèce de tension entre ce qu'on a appelé, nous, quand on préparait cet encas, entre l'intensité du sentiment et la qualité de la relation. C'est-à-dire que lui, il met l'accent sur l'intensité du sentiment et il pense que ça l'empêche de s'en aller. Tandis que s'il mettait l'accent sur la qualité de la relation, d'accord, elle ne donne rien, elle ment, je n'ai pas de destin à ses côtés. L'action rationnelle à mener, c'est de tourner les talons et partir en courant. Et il n'arrive pas à le faire parce que l'amour romantique lui dit que l'intensité du sentiment, c'est tout ce qui compte. Même si le sentiment est négatif, même si ce sentiment-là, c'est beaucoup de souffrance, désespoir, angoisse. Qu'est-ce qu'il dit de plus? Martyr et douleur. C'est ça. Donc c'est une vraie catastrophe, mais c'est tellement intense qu'il faut rester. Parce que l'amour romantique dit ça. Oui. Tandis que si on introduit cette dimension de la qualité de la relation, est-ce que cette personne, elle est honnête? Est-ce qu'elle honore ses accords? Apparemment non, parce qu'au moins lui, il dit qu'elle a menti. Si elle a menti, elle ne donne rien, elle met sa vie en morceaux, ça veut dire que la qualité de la relation, elle est loin d'être... C'est ça. Ou alors, il y a un grand écart
entre ce que lui il attend dans l'amour romantique, c'est-à-dire une forme d'exclusivité, et elle ne peut pas lui offrir cette exclusivité, peut-être, parce qu'on dit pourquoi tu mens encore, tu mens une fois, tu mens toujours, qui nous dit qu'elle ne cache pas aussi des aventures extra-conjugales, qu'il les découvre et qu'il s'en rend compte, mais qui sont quand même entre eux et que lui, il ne vit pas heureux dans cette relation de couple, qui ne nous empêche pas de penser ça, hein, dans cette... Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, le mensonge suprême dans l'amour romantique et dans l'exclusivité, c'est autour de la question de l'infidélité. C'est ça. C'est ça qu'on cache le plus. On peut cacher qu'on a acheté une robe, qu'on a bu un café avec un copain au lieu de travailler, mais ce qu'on cache, la suprême cacherie, c'est l'infidélité. C'est ça, et c'est même pas l'amour, c'est même pas le fait de dire je t'aime et que c'est pas vrai. Ça peut être un reproche fait a posteriori, mais le fait de mentir sur une infidélité, c'est pire que de dire je t'aime sans le penser. Oui. C'est comme si c'était la preuve concrète du désamour ou du mensonge. Oui. Tandis que ça peut être tout à fait autre chose qui ne regarde même pas l'autre du couple ou de la relation. Et on avait beaucoup hésité à traduire une partie. Ya no me quieres. Voilà, c'est ça. C'est donc, pour reprendre, donc pourquoi je me tourmente pour toi et m'angoisse pour toi, et mon angoisse pour toi est pire à chaque fois, et pourquoi avec là mon morceau je m'accroche à tes bras, si tu ne veux pas de moi, ou si tu ne m'aimes pas, parce qu'en espagnol c'était... Ya no me quieres, qui peut très très bien être traduit par tu ne veux plus de moi, ou aussi tu ne m'aimes plus, ou tu ne m'aimes pas. Donc... On n'a pas su choisir dans les deux traductions celle qui serait la plus juste par rapport aux intentions de l'auteur. Et on a fini par trouver une nuance, si tu veux l'expliquer, parce que c'était plus ton idée. Oui, mais c'est une interprétation de l'auteur qui pense qu'il est rejeté d'un côté et d'un autre côté qu'il n'est plus aimé. Parce qu'on peut être rejeté en étant aimé. Exactement, pour des raisons qui sont liées à la relation. D'un côté, il y a quelque chose qui est lié à la relation. Je ne veux plus vivre quelque chose avec toi. Et d'un autre côté, je ne t'aime pas. Ou plus, je ne t'aime plus. Et pour autant, je peux continuer à vivre une relation avec toi. Il y a tous les cas de figure. Je continue sans plus t'aimer, ou je peux aussi dire que je ne veux plus de quelqu'un parce que je l'aime tellement que ça me met en danger. C'est ça. Ou que c'est impossible. Oui. Ou que je n'ai pas l'énergie d'investir une relation en ce moment de ma vie parce que il faut que je m'occupe de ceci ou cela, tout à fait. Qui a un rapport avec mes ambitions ou ma survie. Allons savoir, plein de choses. Tout à fait. Donc, tout arrêt de relation ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Je pense que c'est ça qui est important. Il y a des couches de subtilité là, dans les raisons pour lesquelles les gens se quittent. Et souvent, on interprète ça comme la mort de l'amour. Où l'autre est méchant. Dans l'amour romantique, clairement, on tourne la page. Oui. Et c'est plus facile d'ailleurs quand c'est nous qui tournons la page que quand on subit le fait que l'autre tourne la page. Oui. Et parce que nous, il nous faut plus de temps. Et là, a priori, lui, il galère pour tourner la page. Mais on ne sait pas pourquoi elle ne veut plus de lui. Peut-être qu'elle l'aime encore. Et c'est assez d'ailleurs contradictoire dans les derniers couplets, puisque je ne peux pas vivre comme je vis, je comprends bien. Si à tes côtés je ne reçois que la caresse amère de ta compassion. Donc elle a de la compassion pour lui, parce que certainement qu'elle a encore des sentiments pour lui. Oui. Et pourquoi je ne crie pas que tout cela n'est qu'un mensonge? Un mensonge, ton amour est un mensonge. Et pourtant, il dit, pourquoi ai-je besoin de ton amour si en lui je ne trouve que le martyre et douleur? C'est ambigu parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être inaccessible et en même temps il en a besoin et il sait que quand il l'aura, il va souffrir. Oui, c'est tordu.
C'est très tordu et du moment où il se demande pourquoi il a besoin de son amour à elle, bah, ça montre bien qu'il n'a pas réfléchi à ce besoin et qu'il s'est lancé dans une relation sans savoir justement quels sont ses besoins et du coup qu'est-ce qu'il peut attendre de cette relation-là. Donc c'était mal parti déjà, parce qu'il n'a pas réfléchi à ses besoins. Et il y avait autre chose que je voulais dire quand il dit « je comprends bien que je ne peux pas vivre comme je vis ». C'est-à-dire qu'il a compris que la question de la qualité de la relation est importante, mais il n'arrive pas à l'intégrer dans son paradigme. Complètement, ouais. Il est enfoui dans un paradigme dans lequel les choses qu'il comprend, c'est-à-dire qu'il faut qu'il essaye de prendre soin de lui et d'aller vers quelque chose qui lui fait du bien, il ne peut pas incastrer cette pièce dans ce puzzle de l'amour romantique. Il n'y a pas de place pour ça. Non. Il n'y a pas de place pour prendre soin de soi. Il n'y a pas de place pour réfléchir à ses besoins aussi. S'il avait réfléchi à ses besoins et s'il réfléchissait à ce qui lui fait du bien ou pas pendant la relation, il ne serait pas dans ce pétrin-là. Il y a tout un travail qui n'a pas été fait. C'est tout à fait juste ce que tu dis, pertinent. Et on lit au travers de tout ça, tout le fond de notre projet de podcast qui fait qu'une relation amoureuse, c'est pas juste craquer pour quelqu'un, fusionner le temps que ça fonctionne, et puis quand la fusion s'évapore, on passe à autre chose. Mais il s'agit bien de se dire, je veux préparer une belle relation qui me nourrit, dans laquelle je veux être bien, et que ça peut se préparer, ça peut se construire. Et pour ça, il faut effectivement se détacher de cette idée que l'intensité ou que l'amour romantique tel qu'il est exprimé dans la douleur, dans ce tango-là, devrait, pour éviter toute souffrance inutile, être un pied d'appui pour une nouvelle relation. C'est tout à fait ça. Et je pense qu'on pourrait dire aussi, pour un peu synthétiser tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est que la qualité de la relation n'est pas un critère pour le paradigme de l'amour romantique. Et que nous, on pense que ça devrait l'être beaucoup plus que l'intensité du sentiment, qui peut être très agréable à vivre ou très souffrante, mais qu'il faut toujours essayer de prendre avec des pincettes et d'à la fois pouvoir y plonger si on en a envie et si c'est agréable, et à la fois garder un minimum de recul en sachant que ça va se terminer et que c'est un moment, c'est un aspect. Oui, c'est aussi pour ça que j'avais eu l'envie de décrypter le texte du tango, au-delà du fait que, évidemment, c'est ton histoire, mais c'est aussi ma réalité aujourd'hui, parce que cette émotion romantique, je la vis aussi à chaque instant quand je danse le tango. Oui, et quand tu dis que c'est mon histoire, c'est de par mes origines et aussi la place du tango dans ma famille. Absolument. Qui était quelque chose qui avait beaucoup de place. Pour ma grand-mère qui écoutait du tango tout le temps, pour mon père qui jouait du bandoneon. C'est ça. Voilà. Et maintenant, quand tu dis ta réalité, c'est dans ta réalité de danseur passionné de tango. Donc il y a ce clin d'œil au tango qui nous lie, qui fait partie aussi de notre relation, et d'une façon très différente pour toi et pour moi. Et c'est intéressant cette question de la différence de la place du tango entre nous, parce que ça peut faire la jonction avec le sujet de la compensation, qu'on vienne à ce terme du début du tango. Je pense, quand je pense à ma vie en morceaux, en compensation de tout ce que je fais pour toi. Bon, là, il y a tous les éléments pour une relation pas réussie, c'est-à-dire qu'on donne tout, on attend beaucoup en retour, et on fait des reproches. Donc déjà, il n'y a rien qui va. Mais cette question de la compensation est intéressante, parce que je pense que si on parle d'un amour sain, on n'est pas dans le domaine du commerce et de la négociation et de souhaiter une compensation à ce qu'on donne. Si moi je suis là en train de te donner 5x en attendant que tu me retournes 5 ou 8 ou va savoir ce que je pense que tu dois me donner en retour,
Pour moi, ce n'est pas du domaine de l'amour. Et je lisais un texte cette semaine qu'on n'a pas pu retrouver, mais le texte disait quelque chose comme le fait que être vraiment dans l'amour avec quelqu'un ou dans une relation de vrai amour implique de pouvoir supporter d'être en dette et de ne pas chercher la compensation tout le temps et que tout soit équilibré pour qu'il n'y ait pas de tension. Parce que si j'accepte ton amour, je suis en dette vis-à-vis de toi et ça me met en tension. Il y a un moment de déséquilibre dans la relation où je peux être angoissée à l'idée de comment je vais te rendre ça. Donc le plus facile, c'est de bloquer ça, de tout calculer et de ne pas accepter ce qu'on nous donne tout en réclamant beaucoup. Mais quand il y a quelque chose qui vient, on ne l'accepte pas. Je pense à ton exemple, tu m'avais parlé de plusieurs personnes qui n'étaient pas capables d'accepter des cadeaux. Et ça, c'est l'exemple typique de ne pas pouvoir supporter de se mettre en dette vis-à-vis de quelqu'un, parce que la position de dette est une position vulnérable. C'est ça. On ne sait pas à quel moment il va me demander de rendre, et rendre quoi, comment, est-ce que je vais être capable, etc. Donc le plus facile, c'est de ne rien accepter, mais de beaucoup réclamer quand même. Ouais, c'est juste. Et donc on avait pensé à cette question d'un amour sain qui peut supporter la dette et qui n'est pas comme ce pauvre monsieur malheureux dans la logique de la compensation. Voilà, plein de thèmes qu'on va peut-être retrouver dans d'autres morceaux. Donc on essaiera de prendre dans les prochains encas, on se prendra un morceau et puis on essaiera d'y lire des éléments qui alimenteront le thème de ce podcast. Et surtout des chansons qui vont faire un peu contrepoint aussi. On avait très envie de ça et d'un tango beaucoup plus moderne et alternatif qu'on va bientôt vous proposer avec joie. Ce podcast vous a plu et vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion relationnelle accompagnée. Dans ce cas, vous pouvez nous écrire à encadamour.contact@gmail.com pour un accompagnement individuel à 2 ou plus.